Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit bilan culturel où j'ai plein de films-séries à vous présenter. Pas de théâtre encore ce mois-ci, mais j'ai réservé mes places pour l'année prochaine. Je vais aller retourner au théâtre parce que ça me manque vraiment. En tout premier, j'ai je sais pas combien de séries, combien de films, donc je vais compter parce que j'ai oublié de compter. Si j'ai bien compté, c'est 4 films et 5 séries à vous présenter. C'est plutôt des séries et des films connus. Soit je suis allée 2 fois au cinéma, donc c'est des choses que vous avez vues il y a pas très longtemps et je pense que c'est les plus connus. Et pour les séries aussi, c'est celles qui sont sorties dernièrement et qui ont fait pas mal de bruit pour la plupart, mais pas forcément toutes. Le but c'est de donner un peu mon avis toujours sur les films et séries que je vois. J'aime bien faire ce genre de vidéos et même si vous êtes peu nombreux à réagir sur ce genre de vidéos et à regarder le contenu, c'est quand même quelque chose que j'aime faire, donc je continuerai à le faire de toute manière. Donc en tout premier, on va commencer par les films. J'ai vu ce mois-ci une sortie Amazon Prime qui est The Idea of You, qui est une comédie romantique dans laquelle on va suivre une mère de famille qui est divorcée et son mari assez insupportable, hein, disons-le. Elle va se retrouver à devoir accompagner sa fille à un festival parce que son mari a un problème de boulot à la dernière minute. Et elle va rencontrer une star d'un groupe de chanteurs. En fait, elle cherche les toilettes et elle va se retrouver à rentrer dans sa caravane et aller aux toilettes alors que c'est une star, techniquement elle devrait pas être censée aller aux toilettes, sauf qu'elle le reconnaît pas parce que même si elle est au festival, elle y est pour sa fille. Et il y a un petit quiproquo et puis en fait va naître des sentiments. C'est un peu cliché, j'ai trouvé, c'était quand même assez mignon. Ce que j'aime bien, c'est que du coup elle a à peu près 40 ans, moi elle les fait pas, hein. Je pense que l'actrice a 40 ans mais elle les fait vraiment pas. J'adore cette actrice, je la trouve super belle. Et l'idée c'est de dire, la personne qui fait partie du groupe de musique, donc notre protagoniste masculin, il est beaucoup plus jeune qu'elle, donc c'était d'évoquer un peu un age gap qui est une trope un peu en romance, donc de différence d'âge entre deux protagonistes. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est notre protagoniste féminine qui est plus âgée, et ça casse un peu les codes. L'année aussi de la quarantaine, qui est très mal vue chez les femmes ou de plus de 40 ans, et moins représentée dans les films, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Aussi la célébrité, ça a été bien évoqué. Je pensais que ce serait comme dans beaucoup de films où on va parler de la célébrité, mais au bout d'un moment où ils se mettent ensemble, il n'y a plus de paparazzi, il n'y a plus personne qui vient les embêter. Là, il y avait vraiment une idée de à quel point ça peut être handicapant de sortir avec quelqu'un qui a beaucoup de célébrité. Et on voit pas que les bons côtés en fait, on voit vraiment l'aspect négatif de à quel point c'est compliqué. Par exemple, un truc qui m'avait un peu choqué dans ce film, c'est que je trouve que ça avait été moins bien évoqué et moins bien travaillé, que ce soit dans le livre ou dans le film. Là, on en parle vraiment et il y a toute une thématique sur c'est compliqué et en même temps il n'y avait rien d'étrange ou d'emprise, parce que c'est surtout ça qui parfois est mal vu dans les age gaps, c'est le fait qu'il y ait une emprise de l'un sur l'autre, plus particulièrement la personne plus âgée. Mais là il n'y avait pas, c'était une vraie romance et ça montre que peu importe l'âge on peut s'aimer tant que, encore une fois, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de toxicité, etc. Et donc ouais, j'ai plutôt bien aimé. Un peu cliché quand même parfois, un peu cliché, mais bon c'est aussi ce qu'on cherche parfois dans la romance. Je trouve que les clichés me dérangent beaucoup plus dans les films, séries que dans un livre. Toujours en film, je suis allée voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma et waouh, c'était incroyable. Je n'ai pas de mots, je connaissais pas l'histoire. En fait c'est le livre préféré de ma mère, donc c'est 2 tomes et depuis que je lis du classique, ma mère m'a toujours dit lis Le Comte de Monte Cristo. J'avais déjà commencé à essayer de le lire, mais je dois vous avouer que ça m'avait un peu découragée d'avoir des tomes vraiment comme ça où on rentre dans les détails, où il y a plein de personnages, c'est compliqué. Et en même temps je trouvais le principe hyper intéressant. En fait on suit Edmond Dantès qui est un marin qui va se retrouver sur un bateau à sauver la vie d'une jeune femme. Et quand il va arriver à quai, la jeune femme va lui dire je veux que vous oubliez tout de moi, mon nom, etc. Et comme il a défié un petit peu son capitaine va aller voir le supérieur et va vouloir virer Edmond Dantès. Et en fait le supérieur en question aime bien Edmond et surtout au-delà de bien l'aimer, il trouve que ce qu'il a fait, sauver une femme en mer qui était comme ça et qui allait mourir, bah, c'est quelque chose de positif. Et c'est là que commence l'histoire. Enfin, l'histoire ne commence pas exactement là. Comme Edmond devient capitaine, il va pouvoir se marier. Mais retournement de situation, le jour du mariage de Edmond, parce que là tout est trop beau, et bah la garde au gouvernement va l'arrêter
et va l'accuser de complot, de politique, c'est à une époque où Napoléon n'est plus bien vu en France, je connais pas exactement l'histoire à ce niveau là, donc désolée si je fais une bourde. Edmond va être accusé de faire un complot au nom de Napoléon. Voilà, je vais vous dire juste ça parce qu'après c'est tellement plus. Le Comte de Monte Cristo, ça parle de vengeance, ça parle d'un homme à qui on enlève tout de façon injuste et qui va se retrouver à vouloir faire sa propre justice. Il y a un moment dans le film qui est très marquant où il va aller dans une église, s'adresser à une statue qui représente Dieu et dire à Dieu bon bah si tu n'as pas fait le job en gros et c'est à moi de le faire maintenant et c'est moi qui dira qu'est-ce qui est juste, qui mérite ou pas la vengeance. Et le Comte de Monte Cristo, c'est voir à quel point on peut se venger et est-ce qu'on est un héros ou au contraire est-ce qu'on devient le monstre. Voilà, ce livre évoque tout ça et ça parle aussi énormément d'amour, d'attendre ou pas une personne, de l'amour de manière générale et c'est incroyable, ce film est incroyable, vraiment si vous l'avez pas vu, allez au cinéma. J'ai même pas de critique à faire alors que je suis quelqu'un de très critique, j'ai vraiment passé un super bon moment, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure parce qu'il y avait des moments où je savais un peu ce qui allait se passer et tout le moment où il est joyeux, tu sais qu'à un moment ça va pas le faire. Et du coup t'attends ce moment où tout va redescendre, où tout va partir en cacahuète et j'ai vraiment bien aimé ça. En fait ce qui était fou c'est que ok j'avais des brides d'histoire mais j'avais l'impression de pouvoir prédire l'histoire mais pas de façon négative, vraiment de pouvoir savoir ce qui allait se passer et j'aimais savoir ce qui allait se passer parce que je trouvais ça tellement beau, tellement fort en termes de message, chaque scène, chaque rebondissement est incroyable et du coup tu sais qu'il y a plein d'histoires qui se sont inspirées de ce livre et de ce qu'a imaginé Alexandre Dumas, puisque c'est un livre d'Alexandre Dumas. Je préfère le Comte de Monte Cristo aux Trois Mousquetaires qu'on voit, revoit et qu'on a beaucoup trop vu. Mais si vous avez beaucoup aimé les Trois Mousquetaires, il faut savoir que le réalisateur est le même je crois que pour le film de Monte Cristo. J'ai vu également toujours au cinéma Vice Versa, donc c'est le dessin animé, le deuxième film dessin animé qui sort de Vice Versa. Pour ceux qui connaissent pas du tout Vice Versa, c'est un dessin animé dans lequel, dans la tête, en fait ils ont imaginé que dans la tête on a des petits personnages qui représentent une émotion, donc en fait nos émotions sont régies par des personnages dans nos têtes, c'est hyper bien fait, moi je trouve incroyable. Dans le tome 1 on suivait l'enfance, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence de Riley qui est le personnage principal où on est dans sa tête et dans ce tome là donc c'est l'adolescence, la puberté qui débarque et vraiment intéressant et c'était aussi bien que le premier film. Ce qui est encore mieux c'est qu'ils ont montré que pendant l'adolescence en fait il y avait des nouvelles émotions qui apparaissaient, donc on a anxiété, embarras et ennui. Et tu te dis, et en fait quand tu réfléchis tu te dis c'est vrai que quand t'étais enfant tu ressentais moins l'ennui ou en tout cas t'étais tellement insupportable que les gens t'occupaient à faire des choses, tu ressentais moins l'embarras, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, ça te posait pas de problème de danser devant des inconnus on va dire. Et puis tu ressens aussi moins l'anxiété, l'anxiété c'est quelque chose qui vient plus après et c'est incroyable d'avoir imaginé ça, que de nouvelles émotions avec la puberté viennent. Il y a aussi toute une réflexion sur les anciennes émotions, c'est des émotions qui sont très caractéristiques, qui sont soit tu ressens la joie, soit tu ressens la peur, soit tu ressens la colère et ça c'est très un état d'esprit d'enfant en fait et quand tu grandis bah, ça devient un peu plus complexe, donc il y a toute une réflexion là-dessus, une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait des mauvais souvenirs. Voilà, je vous laisserai avec ça. J'ai beaucoup aimé mais en tant que personne anxieuse j'ai ressenti l'anxiété de Riley pendant tout le film. J'étais en pleurs à certains moments, la crise de panique, il y a une crise de panique à un moment, c'est la pire crise de panique que j'ai vécue dans un film, vraiment vous allez me dire tu es trop émotive, c'est un peu le principe de Vice Versa donc voilà, mais c'est vrai que j'étais hyper anxieuse de regarder cette crise de panique, de regarder Riley qui souffre, parce que c'est ça hein, surtout l'adolescence, c'est beaucoup de souffrance et donc tu revis un petit peu ça. Et c'est fou qu'un dessin animé puisse me faire sentir autant d'émotions, me faire replonger en arrière, pas forcément de façon positive, mais voilà. Non, j'ai trouvé globalement c'était un bon dessin animé, sympathique, à voir en famille bien évidemment. J'ai aussi vu sur Netflix cette fois-ci, puisqu'il était disponible à partir de maintenant sur Netflix, Le diable ne s'habille plus en Prada, que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai vu, en fait c'est assez étonnant, mais j'ai vu sur Instagram
deux personnes différentes en parlaient. Je pense que comme c'est venu sur Netflix, il y a des personnes qui l'ont déjà vu, qui ont voulu revoir le film. Et beaucoup de personnes disent oh c'est mon film préféré. Moi je me suis dit oh ça va être cool et tout. Au début je m'attendais, je sais pas, au titre et à l'actrice que ce soit une romance. Et après je me suis pris ça dans la figure en me disant mais pourquoi forcément ce serait une romance. En fait, on va suivre une jeune femme qui, un peu par hasard, après son diplôme, va postuler pour une agence de mode et va être retenue malgré le fait qu'elle n'est pas du tout intéressée par la mode, qu'elle s'habille mal, on va revenir là-dessus, et que du coup, elle aurait jamais dû être là alors que c'est un job qui demande une implication folle. Elle va être assistante d'une personne qui est hyper reconnue dans le monde de la mode, qui est insupportable, disons-le, et voilà, qui est jouée par, je n'ai jamais les noms, mais c'est quelqu'un de très connu, voilà. J'ai pas trop aimé ce film, je pense que c'est ma seule déception de l'update. J'ai eu du mal avec la morale de l'histoire, j'ai eu du mal avec la manière dont la jeune fille est traitée pour un job, même si c'est réaliste, hein, c'est juste la morale de l'histoire, je la comprends pas trop. J'ai eu profondément du mal avec la première partie où la jeune fille est vue comme quelqu'un qui s'habille mal. Tout le monde la juge, tout le monde en dit du mal. Et même si on est dans ce monde de la mode qui est peut-être un peu critiqué, même si je vois pas trop le critique, la seule personne qui va être un peu bienveillante avec elle, c'est un collègue de travail qui va lui expliquer que la mode est très importante en termes de politique, que ok tu vois ce type d'habit mais ça veut dire ça, ça et ça je comprends. Mais j'ai trouvé que c'était trop superficiel, que ce soit les jeunes filles qui sont évoquées, que ce soit... Ouais, j'ai trouvé que le film de manière générale était hyper superficiel et que je pense qu'on peut travailler dans le monde de la mode sans avoir à être autant à fond sur son image. Peut-être que c'est une vision moi que j'ai qui est trop belle, qui est... voilà. Mais du coup ça m'a profondément gênée qu'on critique la jeune fille alors que certes elle est pas habillée hyper bien mais franchement elle est dans un film... comment elle est habillée ça va, enfin genre c'est pas atroce non plus et la manière dont on la montre, ce que j'ai pas aimé non plus c'est le personnage donc de... Ah j'ai retrouvé Meryl Streep qui est insupportable, qui n'est critiquée à zéro moment, même la jeune fille quand elle décide finalement que c'est trop pour elle, elle va pas lui dire ses cas de vérité. Et moi j'avais envie pendant tout le film de retrouver ce moment où elle allait lui dire ses cas de vérité mais vous êtes juste insupportable en fait, profitez de la vie, arrêtez de critiquer tout le monde, arrêtez de vouloir à ce point l'excellence au point de sacrifier sa vie de famille, au point de sacrifier les gens autour, les relations humaines que tu peux avoir avec les autres. C'était vraiment atroce et je sais que ça peut exister dans le monde du travail mais j'ai pas envie de le voir dans un film en fait. Et du coup j'ai passé vraiment un mauvais moment à être pas dégoûtée mais un peu de ce monde là. Le seul truc que j'ai apprécié c'est être dans un univers comme ça et j'adore quand je suis des personnages qui ont une vie professionnelle qui est hyper remplie et qui ont plein de choses à faire. Ça me fait découvrir des métiers et des ambiances de travail que j'aime bien, mais sinon le reste, voilà, j'ai pas compris la morale de l'histoire. Après c'est peut-être pas un film qui est fait pour moi non plus, hein. Je suis pas très intéressée par la mode de manière générale, ça dépend sur quoi, mais rarement quoi. Peut-être que je m'habille mal du coup. J'ai vu aussi sur Netflix aussi, on va passer à ma deuxième mini déception, Persuasion. En fait j'ai pas été déçue parce que je m'attendais pas à grand chose. J'ai lu le livre et vous avez vu sûrement dans un vlog. Donc Persuasion c'est un roman de Jane Austen qui va reprendre l'histoire de Anne qui est dans une fratrie, qui est celle qui a un peu laissé de côté, qui a eu une histoire avec un marin mais qui avait pas vraiment de poste et d'argent et du coup sa famille lui a dit bah tu vas pas te marier avec lui en fait. Et le frère de ce marin va occuper la maison dans laquelle ils sont parce que la famille a des problèmes d'argent, va décider de partir pour Londres. Anne va rester avec sa sœur qui est mariée et habite dans une autre maison mais la maison de leur enfance va être louée au frère du marin avec qui Anne sortait, qui va revenir aussi en ville pour se marier parce qu'il est devenu capitaine avec de l'argent et voilà il y a cette histoire de... ils s'apprécient toujours mais il y a quand même de la rancune du côté du personnage masculin qui veut chercher une femme et qui va pas chercher chez Anne parce que... parce qu'elle l'a rejeté il y a 7 ans quoi. Je rejoins les critiques que j'ai pu voir avant de voir le film dans le sens où il y a ce problème de vouloir moderniser à ce point les livres de Jane Austen au point de faire un film qui est censé être à une certaine époque mais qui a repris un peu les codes de Bridgerton, même voire plus loin, poussé, mettre de la modernité. Dans les chroniques de Bridgerton, la modernité est tellement bien faite qu'elle passe. Tu te poses pas la question de savoir est-ce qu'il y a des anachronismes ou est-ce que c'est fortement problématique que telle ou telle personne pense de cette manière. Là ça allait tellement loin que j'avais vraiment l'impression que c'était trop
moderne, pas forcément dans la façon de penser des gens, pas forcément dans les réflexions qui étaient faites. Ça m'a un peu posé problème. Dans les films, je crois que j'ai terminé, j'ai parlé un peu des chroniques de Bridgerton, du coup je vais vous parler un peu de la dernière saison, j'ai fait un vlog dessus, si vous voulez aller le voir, je donne mon avis à chaud. Une dernière saison incroyable où on suit Colin et Pénélope. Je dis incroyable, j'ai peut-être été un peu plus déçue. Je pense que ma saison préférée restera la 1 et restera toujours la 1 parce que découvrir ce monde qui a été imaginé, voilà, n'enlèvera pas ça. J'ai eu juste des difficultés avec la relation Colin-Pénélope qui était un peu trop précipitée. En même temps, je suis le genre de personne qui dit les slow burn, j'en ai marre, ils pourraient se rapprocher. Mais en fait, il y a une différence entre un film où on a une évolution assez rapide, mais on a une évolution, et un film où il n'y a rien, et tout de suite, au milieu, là, il y a tout. Et c'était un peu ça, et c'est ça qui m'a un peu dérangée. Mais cette saison n'était pas forcément pour la romance, finalement, c'était plus pour les intrigues autour, pour le développement de Francesca, qui va avoir son histoire après, pour Pénélope et toutes les thématiques qu'il y a autour d'elle, notamment le fait que c'est une femme de pouvoir, et montrer aussi à quel point l'écriture, à quel point les médias peuvent être un pouvoir immense, un pouvoir dont elle-même n'a pas conscience, et on s'en rend compte dans la série, dans cette saison. Donc vraiment une saison très réussie, à part peut-être voilà, la romance entre Colin et Pénélope. Colin, je l'adorais vraiment, et là j'ai trouvé que je sais pas comment ils l'ont fait. Au début il est insupportable, après il est vraiment trop cliché, et à la fin il est assez insupportable. Donc tout ça fait que j'ai pas trop aimé Colin dans cette saison. Voilà, mais sinon voilà, très bonne saison. Ensuite, toujours en série, j'ai vu Paxton Hall. Paxton Hall, c'est une série romance qui est tirée d'un livre qui va suivre une romance entre un mec hyper connu, hyper riche, et une fille pas très riche mais qui est hyper douée et qui veut rentrer à Oxford. Cliché du début jusqu'à la fin. La série est très très cliché, c'est affreux. Genre il y a des passages vraiment, ça m'a fait lever les yeux au ciel. Et en même temps, on peut pas lui retirer certains trucs. Il y a des scènes comme la scène de la piscine qui est censée être cliché et que j'ai trouvé hyper bien amenée et qui apportait un truc à l'histoire, qui faisait évoluer la relation d'une certaine manière, qui était intéressant. Voilà, ça n'enlève pas le cliché de la scène, mais voilà, la communication, le moment où bien sûr c'est cliché que le mec ne va pas vouloir tout dire à la fille, mais en même temps il y avait ce truc là de la fille, elle a compris qu'il y a un truc qui allait pas. Elle n'est pas conne, elle se dit pas le mec m'a balancé ses 4 vérités uniquement parce que ça lui plaisait. Elle sait directement et elle va prendre ça et elle va essayer de lui faire comprendre que c'est pas normal la manière dont il agit. Ça j'ai pas mal aimé. Par contre la fille des fois elle se sent plus, elle décide vraiment de lui balancer les 4 vérités devant tout le monde et ça lui pose aucun problème. Et ça j'ai trouvé ça assez drôle, voilà. Donc mélange entre clichés, des trucs assez différents, intelligents et différents. Je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, c'est juste que la plupart du temps c'était quand même du déjà vu quoi. Ensuite j'ai vu Mary and George qui est une série. Je sais plus exactement où je l'ai vue, je dirais My Canal série si je dis pas de bêtises. Et c'est une série assez spéciale qui raconte l'histoire de George qui est un deuxième fils d'une famille plutôt aisée, pas énormément. Et dans cette famille, donc c'est le deuxième fils, et le problème des deuxièmes fils c'est qu'ils héritent de rien et ils apportent pas grand chose en tant que tel à la famille. Marie, qui est la mère, va avoir l'idée à la mort de son mari, déjà de se remarier et puis surtout de éduquer son fils pour qu'il devienne l'amant du roi. Le roi qui aime beaucoup les hommes. Et ça commence un petit peu comme ça, c'est assez spécial. C'est à la limite du absurde mais c'est pas tant absurde que ça. Ça parle aussi de complot politique et une manière de faire la politique. Et ça va parler aussi de un peu cette époque sous le règne du roi, des rivalités entre les nobles, de plein de complots parce que la mère, donc Mary, qui est clairement la personne intelligente de la série, va prévoir tout, va essayer de programmer tout. Et cette série est basée surtout sur la relation entre la mère et le fils, donc Mary et George, parce que t'as tout ce truc là où ils vont beaucoup s'aider et de temps en temps ils vont être en fracture l'un envers l'autre et du coup ils vont se faire autant de complots que ce qu'ils font aux autres
Et t'as tout ce truc de il faut être en haut, il faut prendre le pas, il faut être dans une situation stable et tu sais que ça ne restera pas comme ça et qu'à un moment bah, tu seras déstabilisé, tu seras plus le favori du roi, tu seras plus dans les bons petits papiers de la reine, etc. Et c'est ça, c'est en fait c'est plein de complots politiques et plein d'histoires en fait de cours. Ça aurait pu être super intéressant et d'une part ça l'est mais c'est un peu tiré par les cheveux des fois je trouvais, ça allait un petit peu loin. Et c'était pas forcément mon type d'humour, j'ai bien aimé les complots ou la géopolitique qui est dessinée, mais ça s'arrêtait là et je sais que j'ai pas continué, je crois que j'en suis à l'épisode 3 ou 4. Il y a des moments où j'étais vraiment, on va jusque là et voilà. Au bout du 4e épisode, j'ai un peu perdu le fil de l'histoire parce qu'il commence à y avoir des complots qui reviennent, etc. Il y a beaucoup trop de complots en même temps et de choses qui se passent sur une durée limitée. Donc je trouve ça un peu dommage, mais en même temps c'est une très bonne série si vous aimez les histoires comme, peut-être pas autant, mais ça y ressemble d'une partie, les histoires comme Game of Thrones, House of Dragon, il faut que je regarde la saison 2. Voilà, les trucs un peu de complot politique, ça peut vous intéresser, même si ça parle de quelque chose de différent quand même, et c'est plus dans notre monde actuel, Mary and George. Voilà, donc c'était sympathique, mais voilà, j'ai arrêté et ça me donne pas forcément envie de retourner vers cette série. Et la dernière série dont j'avais envie de vous parler, c'est... je ne sais plus... Ah oui c'est vrai. Et la dernière série dont j'ai envie de vous parler, c'est My Lady Jane. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans un vlog, mais de façon très succincte. Et pour vous en parler un peu plus, c'est... je sais plus, ça a un nom précis, mais en gros on va reprendre l'histoire, notre histoire à nous, l'histoire anglaise en fait, où on a Lady Jane qui a été une reine pendant 1 ou 2 jours avant de se faire décapiter. Sauf que là l'histoire est reprise, le but c'est que Lady Jane survit et devient reine en fait, pour plus de jours. Et en plus de ça, on vit dans un monde un peu parallèle où il y a des Étianes qui sont en fait des créatures, enfin qui sont des humains et qui peuvent se transformer en animal. Et il y a une loi de ségrégation qui sépare les humains lambda, on va dire, des humains des Étianes. Et en fait, ceux qui gouvernent, c'est les humains et qui tuent les Étianes, qui se marient avec des humains. Enfin, il y a vraiment une grande ségrégation qui les enferme, les Étianes. Et à côté de ça, du coup, on suit Lady Jane. Et il y a d'autres trucs aussi, il y a une voix off, c'est très absurde, très drôle d'une certaine manière. Et en même temps, ça a voulu reprendre les codes un peu des chroniques de Bridgerton avec le fait que la jeune fille, on va l'inciter fortement à se marier à un jeune homme. Donc il y a de la romance aussi. J'ai adoré et je m'y attendais pas parce que je déteste l'absurde. Tout ce qui est parodie et tout, j'ai beaucoup de mal. Pour vous donner un exemple, tout ce qui est OSS 117, c'est vraiment le genre de film que j'ai pas compris, c'est pas mon humour, j'arrive pas à regarder en fait ces films sans être désespérée. Donc les parodies, c'est pas forcément mon genre d'humour. Mais là c'est pas vraiment une parodie, c'est plus... voilà, c'est super absurde, mais même le fait d'être super absurde, c'est d'habitude pas mon type d'humour. Mais là en fait, c'est suffisamment sérieux pour les scènes qui sont hyper intéressantes, hyper mignonnes, hyper politiques, et à la fois hyper absurdes pour les scènes un peu clichés où en gros la voix off elle appuie sur les clichés et du coup même s'il n'y avait pas la voix off t'aurais un peu envie de rire dans cette situation et du coup que même le film est dans le sens de on a mis du cliché mais parce que pour vous faire rire bah c'est encore mieux en fait et c'est encore plus drôle. La romance elle est toute mignonne, au-delà d'être mignonne elle est hyper moderne. Le protagoniste masculin qui a toute une histoire qui est super intéressante. Ça m'a donné envie de lire le livre, mais après il y a eu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre, donc je sais pas si je m'y plongerai. Je sais pas si vous l'avez lu et que vous avez trouvé que c'était assez fidèle à la série ou pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourrait être intéressant. Donc pour le moment je sais pas si je vais me plonger dans le livre, mais en tout cas la série incroyable, j'attends la saison 2 avec beaucoup d'attentes. On peut le rapprocher des chroniques de Bridgerton mais ça reste quand même très différent. Après si vous aimez tout ce qui est romance, je pense que vous pourrez trouver votre compte. Parce qu'il y a de la romance et tout type de romance, mais notre couple principal c'est de la romance un peu classique mais un peu moderne quand même et voilà, qui casse un peu les codes et c'est drôle surtout et ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais vu depuis mai, j'avais noté.
On se retrouvera plus tard pour un autre update, je pense que ce sera septembre-octobre, peut-être novembre, ça dépend à quel point je suis organisée. N'hésitez pas à me conseiller des séries, des films ou même des pièces de théâtre que vous avez vues. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, toujours ça fait plaisir. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, il y a un petit smiley avec, vous savez, le truc de montage là comme ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un commentaire, qui like, qui s'abonnent, etc. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment du bien. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!